Vous êtes sur CCTV Français, bonjour à tous, on commence sans plus tarder avec les titres de cette édition. La France présente la dernière mouture d'un accord destiné à empêcher le réchauffement climatique à la COP 21 de Paris. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi revient sur une année de diplomatie chinoise lors d'un symposium à Beijing. Une voiture piégée explose près d'un hôpital dans un quartier alawite de Homs en Syrie. 16 personnes ont trouvé la mort. Les Irakiens descendent dans les rues pour demander le retrait immédiat des troupes turques près de Mossoul, dans le nord du pays. Et en Chine, les campagnes bénéficient de programmes de formation agricole et d'initiation à l'Internet. À la une de cette édition, après 2 semaines d'épuisantes négociations à la conférence sur les changements climatiques à Paris, la France a présenté le texte final de l'accord qui devra encore être revu et adopté par les ministres. Ce texte, qui est nécessairement un texte équilibré, contient les principales avancées dont beaucoup d'entre nous pensaient qu'elles seraient peut-être impossibles à obtenir. Le projet d'accord proposé est différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant. Il est fidèle au mandat de Durban. Il reconnaît la notion de justice climatique et il tient compte sur chaque sujet des responsabilités différenciées des pays, de leurs capacités respectives à la lumière des circonstances nationales. L'accord de 31 pages entend contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous des 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel et de poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation des températures à 1,5 degré Celsius. L'accord rappelle que les parties doivent s'entendre pour atteindre le pic des émissions de gaz à effet de serre le plus rapidement possible, reconnaissant par ailleurs que ce pic n'a pas encore été atteint pour les pays en voie de développement. Le texte prévoit également d'allouer 100 milliards de dollars minimum par an aux pays en développement à partir de 2020. L'accord propose un réexamen collectif tous les 5 ans sur les progrès de chaque pays par rapport à leurs propres engagements nationaux. Les ministres des 180 pays membres des Nations Unies se réuniront prochainement pour décider d'adopter ou non le texte final. Pendant des siècles, la morue de l'Atlantique ou cabillaud était le poisson le plus populaire et abondant dans la région de l'Atlantique Nord. Mais les chercheurs lancent un cri d'alarme, les morues seraient au bord de l'extinction en raison de l'impact du réchauffement climatique. À New York, dans un restaurant de fish and chips, on sert de la morue de l'Atlantique. La plupart des clients ignorent tout du fait que ce poisson pourrait se voir bientôt retiré du menu. Pendant des milliers d'années, le cabillaud était extrêmement abondant et les pêcheurs disaient en riant qu'ils pourraient traverser l'Atlantique en marchant sur leur dos. Mais ces dernières décennies, les chalutiers ont été responsables de surpêche. Les autorités de contrôle ont imposé une réduction des quotas drastiques, pensant pouvoir reconstituer les réserves. Mais selon une étude publiée dans le magazine Science, la forte augmentation de la température de l'océan dans le golfe du Maine a supprimé la capacité de la morue à se reproduire. Des scientifiques travaillant pour l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, ou NOAA, se sont rassemblés pour discuter des données. Il y a des preuves scientifiques très claires que le changement climatique et le réchauffement des océans affectent la distribution et la productivité des réserves de poissons, en particulier en Nouvelle-Angleterre où pour diverses raisons, le réchauffement de l'océan est plus fort. L'étude montre que les eaux situées entre le Maine et les provinces maritimes du Canada se sont réchauffées 99,9% plus vite que les eaux des océans du reste du monde, principalement en raison de l'impact très fort des courants chauds tels que le Gulf Stream. Nous ne pouvons pas modifier la température du golfe du Maine. Nous ne pouvons pas changer les niveaux d'acidité dans le golfe du Maine. Nous pouvons juste jouer sur les niveaux de pêche et nous ne connaissons pas vraiment l'influence de ce facteur.
On peut abaisser les quotas de pêche, mais cela ne signifie pas forcément que les réserves vont revenir au niveau d'avant. Les réserves de morue de l'Atlantique ont été récemment calculées. Elles seraient environ 3 ou 4% des seuils de renouvelabilité. Les chercheurs sont ainsi convaincus qu'il existe un lien entre le réchauffement de ces eaux et la capacité de reproduction du cabillaud. Mais ce qu'ils ignorent, c'est la manière dont la morue va s'adapter à ces conditions à l'intérieur de son écosystème, comment elle va évoluer. Malgré des quotas de pêche 95% inférieurs à ce qu'ils étaient auparavant, les scientifiques estiment qu'il leur est impossible de prévoir si cela s'avérera suffisant pour sauver la morue de l'Atlantique de l'extinction. 7 mois se sont écoulés depuis que la Chine a commencé la construction du premier réacteur de démonstration dans le cadre de sa propre technologie nucléaire de 3e génération. Le projet Hualong 1 dans la province chinoise du Fujian fait partie des efforts visant à parer aux coupures de courant et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit d'une marque fabriquée en Chine. Le Hualong 1, ces réacteurs nucléaires de 3e génération, excelle en comparaison de ses prédécesseurs. La sécurité de la technologie nucléaire chinoise fait partie des plus avancées au monde en termes d'innovation sur la sécurité nucléaire et d'établissement des standards de sécurité. Il a tiré les leçons des réacteurs de 2e génération lors de l'accident nucléaire de Fukushima et y a ajouté des systèmes de sécurité passifs. Il utilise également une double enveloppe de confinement et peut résister au crash d'un grand avion de ligne et d'un séisme de magnitude 8. Avec 177 blocs de carburant assemblés dans le réacteur central, la puissance produite peut être accrue d'environ 10%. Le premier réacteur de démonstration Hualong 1 est construit dans le sud-est. La centrale nucléaire de Fuqing est en train de construire un site modèle afin de présenter la puissance technologique nucléaire de Hualong 1. Cela ouvre un canal pour permettre aux technologies nucléaires chinoises de se développer sur la scène internationale. 2 de plus seront prochainement construits, un ici et un autre à Fangchenggang, dans la région autonome Zhuang du Guangxi, dans le sud de la Chine. Les entreprises chinoises du secteur nucléaire ont signé de gros accords en 2015 en vue de construire à l'étranger. Et les perspectives de coopération sont immenses. De nombreux pays sur la trajectoire de l'initiative Une ceinture et une route sont dans leur phase de développement économique. Ils ont une importante demande en énergie. Contrairement aux centrales travaillant avec les carburants fossiles, les installations nucléaires ne génèrent pas d'émissions. Les radiations à l'égard des personnes vivant à proximité durant une année sont plus basses qu'effectuer un vol en avion. Le concepteur en chef de Hualong 1 déclare que les déchets des centrales nucléaires sont strictement contrôlés. La technologie actuelle a réalisé cela et il y aura une meilleure technologie à l'avenir. L'industrie chinoise du nucléaire fait évoluer sa technologie. La recherche et la production de la 4e génération de réacteurs sont déjà en cours. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a passé en revue le travail diplomatique de la Chine en 2015 lors d'un symposium à Beijing. Il a déclaré que l'image internationale du pays s'en était trouvée renforcée grâce à une série d'initiatives et de plans ayant un impact large sur le long terme. Les relations avec les États-Unis, la Russie et l'Europe centrale se sont fortement développées. Nos stratégies de développement ont été pleinement coordonnées et intégrées, et la construction de l'initiative Une ceinture et une route a vu des progrès significatifs. La recherche de la Chine sur les théories diplomatiques a été approfondie de façon continue, et elle a avancé des propositions majeures telles que la construction d'une communauté humaine avec un destin commun. Pour 2016, Wang Yi déclare que l'initiative de la ceinture et de la route est l'objectif principal. La Chine se concentrera sur une meilleure interconnectivité ainsi que sur la coopération en matière de capacité internationale. Il a indiqué que la Chine tenterait également de tracer une voie visant à favoriser le développement économique mondial. Le ministre a déclaré que la Chine jouerait un rôle actif dans le règlement positif de sujets d'importance, de même que pour la coopération antiterroriste internationale. Également au programme se trouve la promotion du développement régional et l'établissement d'une communauté asiatique à la destinée commune. Une autre priorité est la protection des intérêts des citoyens chinois à l'étranger, ainsi que la légalisation des droits et propriétés du peuple chinois et autres entreprises situées à l'étranger. Une voiture piégée a explosé près d'un hôpital dans le quartier d'Alawit, dans la ville syrienne de Homs, tuant 16 personnes. 54 autres personnes ont été blessées, dont certaines sérieusement. Elles sont soignées dans les hôpitaux de la ville.
Le gouverneur de la province a fait savoir que l'explosion s'était produite près de l'hôpital Al-Ali dans le quartier d'Al-Zahra. Il a déclaré que le véhicule utilisé pour l'attaque transportait au moins 150 kg d'explosifs. Il n'y a eu aucune information immédiate sur la situation à l'intérieur de l'hôpital, mais les façades de plusieurs bâtiments semblent avoir été grandement endommagées. Au moins 2000 manifestants étaient rassemblés dans la capitale irakienne pour demander le retrait immédiat des troupes turques de leur pays. Les membres de ces milices chiites ont brûlé le drapeau turc et scandé des slogans contre, je cite, l'occupation turque. La manifestation de samedi a été organisée par le groupe des milices chiites d'Irak, un rival de l'armée irakienne. Les leaders chiites et quelques politiciens chiites participaient à cette manifestation. La Turquie a déployé l'an dernier des troupes près de Mossoul, mais l'arrivée de troupes supplémentaires la semaine dernière a suscité des soulèvements à Bagdad. En réponse, Ankara a suspendu les déploiements. Vendredi, le président turc a répété que la Turquie n'allait pas retirer immédiatement ses troupes stationnées en Irak et que le programme de formation mené en coopération avec l'Irak allait se poursuivre. En Chine, l'entrepreneuriat est favorisé et pas seulement dans les villes. Nos équipes ont filmé un programme de formation agricole et de cours de start-up Internet. Ce programme est dispensé à plusieurs milliers de jeunes des zones rurales de la province du Liaoning. Âgé de 28 ans, Jiang Tingen a découvert le domaine professionnel qui lui correspond le mieux, à savoir la vente en ligne de spécialités locales telles que le riz et les crêpes chinois. Il y a quelques années, il débutait une carrière de vendeur. À l'heure actuelle, sa boutique hébergée sur le site internet Taobao, la version chinoise de eBay, compte 12 employés, 2 entrepôts et des commandes qui s'accumulent. Je pense que dans le cas du commerce en ligne, plus le produit est unique et plus il plaira aux acheteurs. Le succès de Jiang Tingen peut paraître banal, cependant peu d'entrepreneurs de start-up passent le cap de la première année, à plus forte raison lorsque ces entrepreneurs se trouvent en région rurale. Plus que jamais, le développement rural est lié à l'entrepreneuriat, mais à l'heure de la domination d'Internet, les jeunes des zones rurales désireux de mettre sur pied leur propre affaire commerciale se trouvent souvent bloqués par un budget et des connaissances limitées. Pour résoudre ce problème, un programme de formation agricole et de commerce électronique est aujourd'hui dispensé à des milliers de jeunes de Panjin. Aucune condition n'est exigée pour y participer, si ce n'est un fort désir d'ouvrir son propre commerce. Le programme dure 7 jours. Il couvre des domaines clés du commerce électronique, tels que l'image du produit, les services aux clients, les techniques promotionnelles et la logistique. Ce programme a aidé de jeunes entrepreneurs à obtenir les compétences et la connaissance dont ils ont besoin. Cependant, le manque de capital risque de contrarier leurs ambitions. Le gouvernement local a donc proposé plusieurs moyens de les motiver, dont des espaces de bureaux gratuits. Il a aussi ouvert un site internet, lieu de rencontre des investisseurs et des nouvelles entreprises. D'ailleurs, le programme de l'année prochaine sera encore mieux adapté. Le programme futur sera divisé en 4 parties. Chacune d'entre elles est dédiée à un groupe particulier de jeunes. Une partie pour ceux qui ne sont pas certains de devenir entrepreneurs, une autre pour ceux qui souhaitent devenir entrepreneurs, la troisième pour ceux qui viennent de commencer dans l'entrepreneuriat et enfin une dernière pour ceux qui exercent déjà mais qui veulent se développer. Dans le cadre de la campagne nationale de cette année et pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'emploi, de nombreuses incitations sont proposées aux jeunes. Des jeunes qui tentent d'ouvrir leur propre entreprise au sein de plateformes financières et politiques comme Beijing ou Shanghai. Par ailleurs, le pays ne veut pas que les régions rurales soient à la traîne. Au cours de la lutte contre le fascisme, beaucoup de soldats travaillaient dans l'ombre et leur contribution n'a jamais été reconnue. Han Lejeune est l'un d'entre eux. Cet artiste débordant d'enthousiasme révolutionnaire et patriotique a été surnommé le Picasso chinois. Il a été le premier adhérent issu de l'ethnie coréenne et également le premier artiste à entrer au Parti communiste chinois.
Nous sommes aujourd'hui dans la ville de Hanlojang. Une salle commémorative a été mise en place. On y trouve beaucoup d'informations sur sa vie en tant qu'artiste et révolutionnaire. En 1919, une manifestation anti-japonaise a été organisée à Longjing, une ville située dans la préfecture autonome d'ethnie coréenne. Hanlojang, alors âgé de 21 ans, se trouvait au premier rang. En 1921, il a été reçu à l'école des beaux-arts de Shanghai, où il s'est lancé sur la voie révolutionnaire. En 1923, il a adhéré au Parti communiste chinois et en est devenu le premier membre d'ethnie coréenne. En tant qu'artiste révolutionnaire, Hanlojang a également passé 8 ans en Europe. Au cours de son séjour, il a participé à la lutte contre le fascisme organisée par le Parti communiste français et il n'a pas hésité à utiliser son pinceau comme arme pour promouvoir l'esprit de la paix. En 1929, Hanlojang a commencé sa vie en Europe. Pendant 8 ans, il a voyagé dans plus de 10 pays comme les Pays-Bas, la Suisse, l'Angleterre et l'Italie. Il est allé dans ces pays non seulement pour son dessin, mais aussi pour des activités de propagande et des enquêtes. En tant qu'étudiant pauvre, il n'avait pas les moyens de voyager dans tant de pays. Il avait sûrement des missions. Il s'agissait de missions de collecte d'informations pour la lutte contre le fascisme. Lors de sa 3e année en France, l'incident de Mukden a eu lieu en Chine. L'ambassade japonaise en Europe a alors encouragé les étudiants venant du nord-est de la Chine à rentrer chez eux pour travailler pour le Manchukuo. Il a publié avec 5 autres étudiants chinois en France une déclaration par laquelle il exprimait sa colère et son opposition à l'impérialisme japonais. Il a également travaillé pour la Fédération des Chinois résidant en Europe et a mobilisé des dotations pour la lutte contre les Japonais. Au cours de ses 8 années en Europe, Hanlojang a également amélioré son niveau de dessin. Il a été beaucoup influencé par l'impressionnisme français et a enrichi ses connaissances des objets anciens et des musées. En octobre 1937, Hanlojang a pris le bateau avec ses camarades et le général Yang Hucheng pour rentrer en Chine. À son retour, Hanlojang a été envoyé à Wuhan dans la Fédération de la lutte contre les Japonais basée dans le nord-est de la Chine. Il s'occupait de la propagande et de la communication. C'était un révolutionnaire et un artiste très connu. Il a utilisé son talent artistique pour sa carrière révolutionnaire. Il a été le premier membre du Parti communiste de notre ethnie et nous a légué une grande richesse spirituelle. Je vais prendre exemple sur lui. Après avoir vu ces documents, je pense que c'est un excellent fils de l'ethnie coréenne, une fierté pour les habitants de Longjing. Son esprit nous encouragera toujours. Après la capitulation du Japon en 1945, Hanlojang s'est engagé dans la découverte et la protection des arts de Tonghuang. Ses œuvres ont souvent pour thème la nature ou bien les scènes de travail. Il s'est beaucoup inspiré des minorités ethniques et des classes moyennes et ouvrières. Les gens qu'il décrit dans ses œuvres sont toujours optimistes quant à l'avenir. Comme par exemple dans son œuvre Avancée vers la lumière, où un couple et leur fille marchent durement dans les montagnes, mais lèvent leur tête vers l'horizon en avançant vers le soleil. Hanlojang et les autres camarades qui travaillaient dans l'ombre étaient des gens qui semaient sans penser à la récolte. Pour moi, ce sont des gens qui avaient le sens des responsabilités, la responsabilité de sauver leur nation. C'étaient des esprits qui pouvaient faire face aux difficultés et à l'obscurité. Ces esprits peuvent encourager notre nation à avancer toujours, sous le soleil ou les épreuves. Hanlojang est un artiste qui a fait preuve tout au long de sa vie d'un véritable engagement révolutionnaire. Sa vie est comme ce que son nom indique et ses œuvres montrent, il est toujours optimiste. Il a non seulement consacré sa vie à la révolution et à la paix, mais également laissé de nombreux trésors artistiques. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.